la discussion que qu'on m'a demandé effectivement de présenter porte sur les institutions démocratiques et la gouvernance entre consolidation et fragilisation. Voilà. J'ai voulu introduire, c'est aussi entrer. J'ai voulu entrer par un cas pratique qui est récent, donc qui permet de voir dans quelle situation on se trouve. C'est celle de l'élection le 24 mars du président du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, par les 12 membres de la commission du Conseil. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que justement cette élection se passe contre la loi, précisément, puisque la loi, dans son article 16, c'est la loi 900 du 30 novembre 2018 qui porte création, attribution et organisation. Et le fonctionnement du Conseil national des droits de l'homme est très clair. On va voir ce que cet article dit. Ensuite, s'il vous plaît. Alors, cet article dit que le président du Conseil est élu pour une durée de 6 ans, non renouvelable, par les membres de la commission centrale. On dit qu'il préside le bureau exécutif de l'Assemblée générale, mais attention, mais vraiment mis en gras, il doit être une personnalité reconnue pour sa respectabilité, sa probité et son impartialité. La loi, vraiment, c'est clair, c'est écrit en français, il n'y a pas de moyen d'interpréter autrement que comme c'est écrit. Or, de notre point de vue, la loi, c'est la lettre, mais c'est aussi l'esprit, n'est-ce pas? Il faut comprendre pourquoi c'est écrit comme ça. Peut-être que c'est l'esprit qui va nous le dire. Or, il semblerait que cet article 16 est un esprit. Et cet esprit tombe sous le sens au regard des attributions de l'autorité, de cette autorité administrative. Si on regarde l'article 2 de la loi qui vient d'être cité, donc qui a été cité suprême, on va voir. Alors, cet article 2 dit que le CNDH, en matière de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme, exerce des fonctions de conseil, mène des consultations, conduit des missions d'évaluation et fait des propositions. À ce titre, il est chargé notamment, donc on fait la liste, de faire quoi ces missions? De dresser rapport en tant que de besoin de la situation des droits de l'homme sur le territoire national. Ensuite, de recevoir des plaintes et des dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'homme sur le territoire national. Ensuite encore, d'interpeller toute autorité ou tout détenteur d'un pouvoir de coercition sur les violations des droits de l'homme dans les domaines qui le concernent et de proposer des mesures tendant à y mettre fin. Donc, contre toute autorité. Enfin, d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à la protection et à la défense des droits de l'homme. On va en tirer une conséquence de droit. Ensuite, voilà. La suite, s'il vous plaît. Donc, on va en tirer des conséquences de droit. Parce qu'il y a des conséquences que tout le monde ici a bien deviné. C'est une logique. Cet article 2 là est logique. Car cet instrument, le CNDH, participe d'une autorité administrative ou doit participer d'une autorité administrative dégagée de toute interférence du gouvernement. Puisque cet organisme peut agir contre le gouvernement. N'est-ce pas? Les attributs du CNDH le placent en vigie, c'est-à-dire vraiment en rempart, quoi. Et en contrepoids de l'État. Alors, du point de vue de l'élection de son président, les conséquences nous indiquent vraiment de graves problèmes, même de l'égalité. Même de l'égalité. Cette élection est problématique du point de vue aussi de l'éthique. Puisque les déclarations de l'intéressé lui-même le rendent inapte. Lui-même a fait des déclarations qui le rendent inapte à la fonction. Or, malgré tout ça, il a été élu au poste. Donc, on va revoir un peu les propos que tout le monde connaît. Bon, je ne vais pas les citer, vraiment, on les a entendus, c'est passé partout. Il affirme qu'il est membre d'un parti politique, qu'il appartient à la partie gouvernementale. Il a été nommé dans le conseil comme représentant du gouvernement. Et malgré cette absence totale d'impartialité, il est quand même élu par ses pairs. C'est gravissime.
Alors, pour ne pas focaliser sur la personne, c'est une mise en situation. On va comprendre quels sont les principes du fonctionnement des institutions que blesse cette situation qui est prise, mais comme un exemple, mais vraiment comme un exemple. Tant les cas sont légion. Si on peut avancer, s'il vous plaît. On va faire donc le bilan de cette entrée. Pour noter que cet exemple pratique, qui n'est pas un cas isolé, comme je le disais, montre un détournement des institutions de la République, un décalage profond, mais profond, entre l'esprit. Or, quel est cet esprit? C'est la neutralité. Moi, j'ai un problème avec un concept qu'on utilise ici, vraiment à tort et à travers. C'est le mot de modernité. On n'a pas le temps d'insister là-dessus, mais il faudra peut-être qu'un jour on s'asseye, qu'on réfléchisse encore nous-mêmes à notre compréhension de ce concept de modernité. Il y a des gens qui ont des comportements mais totalement, profondément archaïques. Il suffit qu'on mette 2-3 vestes, des costumes, des tailles, on est bien habillé là, et puis on se prétend moderne. Mais le comportement est puissamment archaïque. Rien de moderne. Donc la neutralité, la modernité, et puis la transparence. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'esprit de la loi. Et puis la pratique, une pratique qui est celle de la caporalisation, du vice et puis des faux semblants. Si on fait comme si des institutions. Alors, la pratique institutionnelle se joue entre l'officiel, ce qui est officiel, et ce qui est réel. Je cite souvent la phrase, la déclaration du président de la République quand il prête serment. Si vous écoutez, officiellement, tout va bien. Mais dans la réalité, ça ne marche pas, puisqu'il dit que le peuple me retire sa confiance si je manque à mon serment. Alors, quand je parle à des amis, ils me disent, oui, mais il va retirer à la prochaine élection. Ça ne va pas, non? Parce que le peuple doit être capable de retirer maintenant, en cours de mandat. Comme par exemple aux États-Unis ou en France, où le gouvernement peut tomber, article 49, article 68, on peut destituer le président. Prenez la Constitution ivoirienne, nulle part ça n'existe. Donc, l'officiel n'est pas le réel. Alors, donc, entre l'officiel et le réel, entre les déclarations de bonnes intentions et la vérité du vice. Tout cela montre que la lettre de la loi, tout comme l'édification des institutions, comme ça a été dit tout à l'heure par le ministre, ne saurait suffire à la bonne gouvernance. C'est l'esprit même qui les gouverne qu'il faut interroger. Et donc, on va interroger cet esprit, s'il vous plaît. Alors, on aurait tous attendu qu'on commence là. C'est qu'est-ce que les institutions. C'était vraiment pour bien le voir que j'ai voulu. Alors, je ne suis pas juriste, comme ça a été rappelé, mais je m'intéresse à une discipline qui traverse vraiment toutes les sciences, qui s'appelle l'herméneutique. On trouve une herméneutique en religion, une herméneutique en droit, en littérature, donc en histoire, ainsi de suite. Et donc, je suis allé chercher une définition du dictionnaire, pas de n'importe quel dictionnaire, du lexique international des termes juridiques. Donc, les juristes, je dis, bon, vous venez, dites-nous comment on doit comprendre l'affaire. Donc, le lexique international des termes juridiques définit ainsi l'institution. Il y a deux acceptions. C'est d'abord, il a défini, comme structure fondamentale de l'organisation sociale, manifestant, attention, la dimension créatrice et organisatrice de quoi? De la volonté. De la volonté humaine. Je suis sûr que vous avez compris pourquoi j'ai insisté. C'est la volonté humaine qui opère. On distingue habituellement les institutions organes qui sont des organismes dont le statut et le fonctionnement sont régis par le droit, comme le Parlement ou la famille, ou les institutions mécanismes qui sont des faisceaux de règles régissant une certaine institution organe ou une situation juridique donnée, telle que le droit de dissolution, le mariage ou la responsabilité civile. La deuxième acception est très importante. J'aimerais insister. Le concept fondamental de la théorie juridique définit comme une organisation sociale créée par un pouvoir dont l'autorité et la durée sont fondées sur l'acceptation, on revient sur le principe de volonté, sur l'acceptation par la majorité des membres du groupe de l'idée fondamentale qu'elle réalise et qui repose sur un équilibre de force ou une séparation de pouvoir. Il y a quelqu'un qui accepte, il y a une volonté qui s'exprime. On n'est pas à dire, Monsieur le Président, les chefs de l'État, les autorités,
et puis nous sommes soumis à tout ça. C'est notre volonté qui a fabriqué les institutions, qui a fabriqué tout ce produit. En assurant une expression ordonnée des intérêts adverses en présence, elle assure un état de paix sociale qui est la contrepartie de la contrainte qu'elle fait peser sur ses membres. L'institution, dans cette perspective, correspond à une partie des institutions organes définies ci-dessus. Donc, il y a des implications plus grandes qu'on va comprendre. C'est une implication sur la souveraineté même. À la réalité, la question des institutions, je note, s'insère dans la grande problématique de la souveraineté, du moins dans ce que la fabulation de l'État profane entendait comme l'autorité souveraine. On a tous entendu l'affaire de Rousseau, de Hobbes. Mais ici, ce qu'on sait moins, c'est que Pufendorf, qui est un théoricien allemand, à la suite, dit qu'il n'y a pas eu un seul contrat dans le contrat social. En fait, il y a deux contrats. Le premier contrat est un contrat de société qui s'entend comme un pacte d'association de la société civile. Donc, il y a une société civile qui se construit d'abord. Et quand elle s'est construite, elle va vers un deuxième contrat. Celui-là est politique. Et lui se définit comme un pacte de soumission à l'autorité souveraine. On a créé la société, on s'est accordé, et donc on va décider de se soumettre à une autorité souveraine, mais qui procède de nous. Donc cette autorité souveraine n'est pas hors de nous. Elle ne nous est pas imposée. Elle est valablement notre émanation. Alors, Gérard Méret qui cite Pufendorf, dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut revenir s'il vous plaît. Donc à une citation, je viens de la dire, mais je pense que c'est très important de l'entendre tel qu'il le dit. Il dit que l'association civile, comme je viens de définir là, précède l'État. Elle précède l'État. La société est l'antichambre du souverain. La société est l'antichambre du souverain. Elle est au sens strict la médiation par où s'opère dans l'État l'ordination de la multitude au souverain. L'ordination de la... Et vous voyez, les termes sont religieux. Les termes sont religieux. L'ordination de la multitude au souverain. Donc, le propos de Méret rejoint la définition qu'on a donnée tout à l'heure du fameux dictionnaire. Et elle discute la pratique ivoirienne, comme on l'a vu, qui semble s'émanciper du pouvoir de la société civile. La pratique ivoirienne s'émancipe du pouvoir de la société civile, dont la volonté institue les institutions et dont l'adhésion les crédibilise aussi. La pratique ivoirienne, on va le constater, est anti-républicaine. Elle est profondément, douloureusement anti-républicaine. Elle blesse la souveraineté populaire. J'aime donc mis populaire en face, devant. De même que l'état de droit, comme l'envisageait Francis Baudier, qu'on va écouter à présent. Il a tenté, dans le dernier livre qu'il a fait sur le Conseil constitutionnel, de définir c'est quoi, n'est-ce pas, l'état de droit. Il dit, si je devais définir l'état de droit est un état qui suppose à son fondement le droit. C'est-à-dire que ce qui le fait, c'est le droit. Reposant en cela, on a l'impression qu'il se répète, mais c'est important d'insister. L'état de droit est donc un sujet de droit. Il met en parenthèse, sujet de droit veut dire que l'état de droit là est assujetti au droit. Je vais même exagérer, il est l'esclave du droit, devant agir conformément au droit. Mais il y a une contradiction qu'il note. Mais comment l'état souverain peut-il être soumis au droit sans perdre sa souveraineté? On dit que l'état est souverain, on dit qu'il est soumis au droit. Comment c'est possible si ça ne produit pas une perte donc de souveraineté? L'état souverain ne peut être soumis qu'à son droit. Donc, il est souverain parce qu'il est soumis au droit de Côte d'Ivoire, pas au droit des États-Unis, ainsi de suite. C'est à ce titre qu'il est souverain. Et donc, je vous fais grâce de la chute de la citation, parce que ça veut dire simplement, s'il est soumis au droit, qui a pris le droit ivoirien? C'est le peuple. Donc, il est soumis au peuple. Soumis d'abord au peuple. Si, comme le dit l'article 50 de la Constitution,
La souveraineté appartient au peuple. Alors, l'État est soumis au peuple. Les institutions sont l'émanation du peuple, de sa volonté, comme on l'a dit au départ. On va chercher peut-être à conclure. On m'a demandé de formuler 2 recommandations. Quand j'aurai conclu, je les formulerai. Je dirais que, on observe tous, que l'inflation institutionnelle, c'est un joli mot pour dire qu'on a beaucoup d'institutions désormais, on en crée tous les matins. Observez en Côte d'Ivoire depuis 2012, on a eu la haute autorité pour la bonne gouvernance, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Sénat, la vice-présidence de la République, la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. On a eu tout ça. Merci beaucoup. La liste, tu vois, vous voyez, j'ai mis etc. Et qu'il lui vaut d'améliorer son rang dans les classements mondiaux est l'arbre qui cache la forêt. La démocratie et la bonne gouvernance qu'elle veut atteindre ne sauraient se réduire à un étalage constant, à une course aux gadgets organiques. Elles doivent prendre racine dans une volonté résolue de générer une société ouverte où la citoyenneté est le point d'impulsion de la mécanique institutionnelle. Il faut vraiment les citoyens. C'est de la République éclairée que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, pas comme le disait le ministre, d'un despotisme éclairé. Je crois, c'est mon sentiment. Je vous aurais remercié, mais il me faut donc proposer, faire mes 2 propositions. On va avancer rapidement. Je ne vais pas les détailler parce que le temps est assez avancé. Je ne les détaillerai pas. C'est 2 choses que je... La suite, s'il vous plaît. La suite. Avançons, s'il vous plaît. Alors, donc, les recommandations. Je ne vais pas les détailler. Je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut faire. La première, c'est qu'il faut qu'on crée, au-delà des partis politiques, il faut qu'on réfléchisse et qu'on crée, à mon avis, un sujet historique. Un sociologue que j'ai lu récemment, ça remonte à un moment, expliquait que, d'abord, c'est Karl Marx qui le dit, l'histoire de toute l'humanité a toujours été une histoire des luttes des classes. Le ministre a parlé des rentiers tout à l'heure. Il a parlé donc de la bourgeoisie que Houphouët-Boigny voulait exclure. Donc, dans un pays, je pense, il y a des classes. C'est pas la guerre, c'est des gens qui sont constitués d'une certaine façon. Et donc, ce sociologue, qui s'appelle Cohen C.A., Patrice, disait que, en soi, il y a des classes sociales. Mais ces classes sociales, ce sont des classes en soi. Elles peuvent être simplement là, sans savoir ce qu'elles sont. Donc, ce sont des classes en soi. Quand elles prennent conscience de ce qu'elles sont, elles passent une étape, elles deviennent une classe pour soi. Donc, il y a un état de conscience. Et si cette classe pour soi mène des combats et les gagne et fait avancer l'histoire, cette classe sociale devient un sujet historique. Parce que nous avons intérêt à un nouvel avènement en Côte d'Ivoire. On aurait dit un avènement progressiste. Or, cet avènement progressiste, il rentre en contradiction avec des intérêts qui sont déjà établis. Donc, c'est nécessairement le travail d'une classe sociale qui, à mon avis, doit se déterminer, doit s'appeler, doit connaître ses caractéristiques et doit marcher vers les transformations historiques. C'est pour cela que j'ai fait la première proposition. La deuxième proposition, plus concrète, dira-t-on, consiste, mais vraiment à changer l'article 67 de la Constitution ivoirienne. Si on avance, vous allez voir, je trouve que cet article est paresseux, il est inefficace, il est inutile. Qui dit, par exemple, que le président de la République est le chef de l'administration et qui nomme aux emplois civils, Avançons, s'il vous plaît. Qui nomme donc aux emplois civils et militaires. Contre cet article, et c'est important, je vais insister dessus, il y a l'article de la Constitution française, il n'y a pas que la France, il y en a de nombreux, mais je voudrais qu'on regarde cet article 13 de la Constitution française pour voir. Parce que souvent, quand vous parlez, pour beaucoup de personnes, c'est tellement évident. Alors que non. Si vous prenez l'article 13 de la Constitution française, il dit ceci. Le président, c'est le pendant de notre article 67. Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Ensuite, les conseillers d'État, ainsi de suite, sont nommés en Conseil des ministres. Avançons, s'il vous plaît. Alors, là où c'est important, c'est le 5e alinéa. Là où j'ai mis le gras. C'est ça que je vais lire tout de suite. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au 3e alinéa
pour lesquelles, attention, c'est mis en gras, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. C'est-à-dire qu'il y a certains emplois là. Parce qu'ils sont si sensibles pour la vie économique, pour la vie de la nation, pour les droits de l'homme, comme le CNDH, jamais de la vie, le président de la République seul ne peut nommer. Son pouvoir est donc tempéré. Il est donc ici limité. Et cette loi dont parle justement la Constitution, ici va être rappelée. Avançons s'il vous plaît. Et je pense que voilà, c'est la fin. Cette loi organique a été votée en 2010. Elle fait la liste de 55 emplois dans lesquels le président de la République seul ne peut pas nommer. J'en ai listé juste 3. Les autorités de régulation indépendantes, autorités de la concurrence, autorités de la sécurité nucléaire, etc. Les dirigeants des grandes entreprises publiques, EDF, La Poste, etc. Les directeurs d'établissements publics cruciaux, direction de l'Office des Français, protection des réfugiés, ainsi de suite, etc., etc. Donc vous voyez que par ces opérations-là, il y a moyen de tempérer le pouvoir du politique, notamment du président de la République, et de faire s'exercer la volonté du citoyen pour que les institutions fonctionnent correctement. Je vous remercie.